Où est-ce qu'on est ici? On est dans le centre de délassement de Marcinelle, donc à la piscine, c'est-à-dire dans un des éléments d'un ensemble architectural des années 50 qui était destiné au tourisme de proximité pour les Carolo au début des Trente Glorieuses, donc ça a été construit et inauguré à la fin des années 50. Et qui est l'architecte de tous ces bâtiments? Donc l'architecte qui a conçu ces bâtiments au départ, c'est Jacques de Pelsener, qui est un des grands architectes de la région ici, qui a été prix de Rome et qui a travaillé jusqu'il y a encore 10 ans ici dans la région de Charleroi. Alors c'est un grand monsieur que tu apprécies, mais tu apprécies également très fortement l'architecture des années 50. C'est quelque chose qui te travaille, dans ton quotidien, dans ton architecture. Je pense que c'est une architecture très généreuse, c'est une énorme expressivité, un souci des détails. On sent qu'il y a un plaisir dans la conception de chaque élément de l'architecture. Une réelle générosité, c'est-à-dire on va changer de texture pour une colonne juste parce qu'elle est un peu particulière. On va mettre une courbe, on ne fait plus ça aujourd'hui. Dans l'évolution de Réservoir A, il y a eu une période assez colorée qui vient de ton travail avec l'artiste Jean Glibert. Et puis on a l'impression qu'au fur et à mesure, il y a des choses beaucoup plus épurées qui sont arrivées. Est-ce que quand tu regardes cette architecture des années 50, tu te dis qu'il faudrait remettre des courbes ou de la créativité? On est tenté de temps en temps d'avoir ce langage plus complexe, de tout à coup faire preuve de modifier un élément pour le plaisir de le modifier, de le rendre courbe si on a envie de le rendre courbe. Ça, c'est pas trop dans notre langage à nous architectural, mais en tout cas, oui, pourquoi pas revenir vers une certaine générosité, ce serait génial. Mais c'est un fantasme, on n'y arrivera jamais, désolé. On ne peut pas réaliser ces fantasmes en architecture. Mais c'est pas ça, c'est parce que ça me rappelle des projets que j'ai fait en tant qu'étudiant, si tu veux, où vraiment où tu es libre en fait, tu es totalement libre. Oui. Et donc tu vas te dire, oui, mais maintenant je dois travailler sur l'éclairage, tu vas encore parler d'autres choses parce qu'il faut intégrer l'éclairage, puis tu vas dire, il faut que je parle de la structure, ça va être encore complètement différent, etc. Parce qu'il n'y a pas de contrainte derrière de se dire, ok, bon, il va falloir la construire ce truc après. Et donc, je pense que dans les débuts d'une carrière d'architecte, tu as cette volonté d'exprimer plein de choses que tu as peut-être exprimées en tant qu'étudiant, que tu as senti que tu ne pouvais plus exprimer quand tu travaillais pour d'autres bureaux, tu devais rentrer dans un langage qui n'était pas nécessairement absolument le tien, etc. Il y avait beaucoup de contraintes. Et donc tu as tendance à peut-être, nous au sein de Réservoir, qu'on a eu tendance à beaucoup exprimer, à la limite surexprimer quand on a commencé à travailler pour nous-mêmes. Et puis après, il y a l'expérience qui fait que tu te rends compte que tu as intérêt d'abord, même pour toi-même, à exprimer un minimum d'éléments qui te semblent les plus importants, pour ne pas c'est comme un langage l'architecture, ne pas en dire de trop, quoi. Parce que sinon tout le monde te perd quand tu dis trop de choses, à un moment donné tu ne sais même plus de quoi on parle. Ici c'est pareil en architecture, tu as intérêt à te concentrer sur certains éléments de l'architecture. Mais lui, il était discursif, complètement discursif, quoi. Il partait dans tous les sens. Oui. Moi je trouve en tout cas, et c'était d'une souplesse, d'une générosité absolue, mais... Et ça, tu crois que les clients d'aujourd'hui ne le voudraient plus? Oui, ça j'en suis... ils ne le voudraient plus. Mais si tu trouves ça beau, il y a bien d'autres personnes qui doivent le trouver beau et qui voudraient avoir ça chez soi. C'est vrai. Bon, je vais te laisser réfléchir à ça. On va parler de la piscine parce qu'on est ici dans ce centre de délassement pour parler de votre travail ici. Donc c'est un architecte que tu aimes bien, c'est une piscine que tu connais bien puisque c'est ici que tu as appris à nager. Il y avait donc des choses importantes que tu voulais certainement préserver parce que ton subconscient te donnait beaucoup de souvenirs de ta petite enfance. Et quand il a fallu travailler ici, alors comment est-ce que ça s'est passé?
C'était quoi déjà la demande? Alors la demande, c'était simplement au départ de rénover toutes les surfaces extérieures des bassins. Donc c'est-à-dire, on ne touchait pas aux bâtiments de vestiaire, ni au restaurant, ni à l'accueil, etc. Avec les 50 ans d'existence de la piscine, tous les revêtements en béton architectonique, béton lavé, etc. avaient vieilli. Et donc on ne savait plus marcher simplement à pieds nus sur les plages, ce qui posait quand même problème pour une piscine extérieure. Les plages, ce n'est pas du sable, c'est ce qu'il y a à côté. Les plages, c'est ce qu'il y a à côté donc, de la... Oui, c'est ce qu'on appelle les plages effectivement dans une piscine, donc c'est les espaces attenant directement au bassin. Okay. Donc il fallait refaire ça, il fallait en sorte que le bassin soit refait parce qu'ils sont posés sur le lac qui est juste... Ils sont véritablement ancrés dans la nappe phréatique. Donc on a des étangs en amont et en aval en fait, du bassin. Oui. Donc on a vraiment les pieds dans l'eau. Dès qu'on creuse 50 cm, on est dans la nappe phréatique. Et donc en fait toute la construction dans les années 50 plutôt s'apparentait à la construction d'une cuve qui était retenue dans la nappe phréatique par des pieux, qui étaient plutôt retenus pour ne pas monter, que l'inverse d'habitude dans des bâtiments, que pour ne pas descendre. Et donc, mais ça veut dire aussi que dès il s'est agi d'améliorer les techniques de la piscine, donc là on doit travailler autour des cuves, c'est-à-dire dans l'eau. Il y a eu beaucoup de réflexions techniques sur comment faire passer ces tuyaux dans un chantier qui était donc dans la nappe, qui est des rabattements de nappe, des choses assez simples, mais aussi à terme, ces tuyauteries devaient rester accessibles, donc avec des éléments techniques qui devaient rester accessibles, donc dans une partie étanche qu'on devait recréer autour de la piscine. Et puis alors après, il fallait garder le toboggan, le plongeoir. Ah oui, ça c'est aussi des choix que nous on a posés, c'est-à-dire que comme tu expliquais si bien, moi j'ai appris à nager ici, et il y avait un attachement à retrouver des éléments ludiques dont j'avais pu profiter quand j'étais enfant. Le toboggan n'existait pas à l'époque des années 50, donc c'est quelque chose qui a été rajouté par après. Mais la petite île jaune. Mais la petite île au milieu de la pataugeoire bien, les plongeoires également, qui étaient super importants pour un gamin de 10 ans, pouvoir montrer qu'il s'est plongé dans un vrai plongeoir. C'est un choix ou c'est une exigence que vous avez posée au maître d'ouvrage? Non, c'est des discussions avec le maître d'ouvrage, c'est toujours des discussions, mais c'est vrai que le plongeoir, ce n'était pas du tout une demande de leur part. C'est nous qui avons proposé d'assembler les différentes fonctions en recréant un espace de plongeoir, différent de l'ancien, mais toujours présent dans les fonctions de la piscine. Au bord de l'eau, on voit un jeu de dalles de couleurs entre du beige et du gris. C'est vous qui avez amené ça également? Alors, donc c'est effectivement un des points vraiment centraux de la conception de la piscine. C'est-à-dire qu'on est dans une vallée, avec les étangs en contrebas, le petit ruisseau qui longe la piscine, qui passe au milieu de la piscine en réalité. Et donc on commence par appréhender cette piscine par le dessus. Donc quand on arrive, que ce soit par les routes ou par les chemins en mode piéton, on a des petits aperçus comme ça de la piscine dans le paysage, toujours vu d'en haut. Donc on a travaillé la texture au niveau des couleurs de la piscine comme un tableau contrasté qui permet vraiment d'avoir un flash vraiment de quelque chose de fort dans le paysage. Et quand on arrive sur site, en fait, là on rentre aussi par une terrasse panoramique qui permet d'avoir un autre aperçu en contrebas de ce dessin. Et donc le dessin, même si c'est un dessin, ça s'apparente peut-être un peu moins de l'architecture, c'est presque un tableau. Mais c'était important d'amener ce tableau dans le paysage et de le donner à voir sous différentes échelles et différentes distances. La dernière échelle finalement d'appréhension, de compréhension de la piscine, c'est au moment où on se met à marcher sur ce tableau. Et donc tout le dessin de la piscine a été divisé en éléments qui correspondent plus ou moins à un emplacement d'une serviette de bain sur le plan des plages. Donc c'est des éléments de 90 cm. Alors les gens ne s'installent pas forcément en fonction de ce dessin, mais ça donnait encore une dernière échelle très humaine et très directe, une fois qu'on est sur la plage. Et c'est ce calpinage noir et blanc qui définit cette trame de 90 cm, qu'on répercute après dans le dessin également des cuves de piscine dans l'eau. Donc maintenant qu'on a vu l'émission, on sait où on doit mettre sa serviette de plage. Ceux qui viennent devront s'installer entre les joints des dalles de plage sur les 90 cm qui leur sont réservés.
pourquoi avoir voulu créer un bureau d'architecture et pas être resté dans un bureau existant ou pour reprendre le bureau de ta mère? Je me suis toujours dit que j'allais créer mon bureau un jour quand j'ai commencé à travailler dans des bureaux, mais j'avais conscience que ça prenait du temps de devenir un architecte. Et donc dans ma tête, voilà, en sortant de l'école et puis dans les premières expériences professionnelles, je m'étais dit mais j'ai le temps, quoi. Je m'étais dit j'ai le temps, donc j'ai fait plusieurs bureaux. J'avais envie d'essayer de différents bureaux en Wallonie, en Belgique. Et puis ça c'est venu à moi parce que mon associé à l'époque voulait, lui, voilà, il avait eu une dernière mauvaise expérience dans un bureau et il s'était dit je vais créer ma structure maintenant. Et en l'occurrence on était tous les deux de la région de Charleroi et donc il est venu me voir et j'ai un peu anticipé mes plans à long terme pour créer Réservoir A. Mais évidemment, la volonté de créer son propre bureau, c'est d'avoir l'impression d'avoir quelque chose à dire en architecture et d'essayer de s'exprimer un peu par soi-même. Quand on travaille dans les bureaux, on est toujours un peu critique, on se dit il y a moyen de faire mieux, etc. Ben, après, on expérimente par soi-même la création architecturale. Et voilà. Et c'est très bien comme ça. Et on ne fait pas mieux. Et on ne fait pas mieux. Et c'est vrai. Enfin, on fait différemment, mais on ne fait pas mieux, non.